Le coup de tocsin. Le coup de tocsin avec Eric Denessé. Bonjour Eric Denessé. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous, spécialisé en enseignement d'intelligence économique, directeur du CF2R, Centre français de recherche sur le renseignement. Alors, on a beaucoup de sujets à aborder, la scène internationale au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, et puis d'autres éléments. Mais je vous ai demandé, peut-être si ça vous intéressait de revenir, parce que vous êtes également spécialiste d'écoterrorisme, sur cette affaire Paul Watson rapidement. On a reçu la directrice de Sea Shepherd France ce matin, mais je sais que vous avez aussi votre point de vue, j'aimerais bien l'entendre. Écoutez, d'abord, je ne considère pas que Paul Watson soit un éco-terroriste dans la mesure où il agit essentiellement dans les eaux internationales, qui s'en prend à des navires japonais qui eux-mêmes transgressent le droit international tel qu'il a été défini sur la chasse aux baleines. Alors bien sûr, certaines de ces actions sont des éperonnages de bateaux, donc ça peut être effectivement, ça peut donner lieu à des poursuites en justice, mais je pense qu'il y a une différence fondamentale entre les actions que Paul Watson mène en mer et puis ce qu'on appelle les écoterroristes que l'on trouve essentiellement au Canada, et aux États-Unis, en Grande-Bretagne, qui sont des véritables terroristes, qui font des attentats à la bombe, qui marquent des gardiens au fer rouge, qui font des libérations d'animaux après avoir saccagé des laboratoires. Mm. Il y a une différence fondamentale parce que les autres font vraiment du trouble à l'ordre Oui. public, dégradation de propriété privée et dans un cadre qui est totalement illégal, alors que c'est beaucoup plus discutable pour Paul Watson, dont on ne peut pas dire qu'il fasse des troubles à l'ordre public. Il ne s'en prend qu'à ceux qui transgressent le droit international en mer. D'accord, bah écoutez, c'est très clair, merci beaucoup. Et je précise d'ailleurs que Paul Watson n'est même pas responsable là de l'abordage dont il s'agit, puisque c'était une autre personne, mais qui a lui-même dit que c'était lui, que c'était Paul Watson qui était à l'origine de l'action, mais il n'était pas sur place. Et d'ailleurs que l'abordage résultait au fait d'envoyer une bombe puante, mais une bombe puante complètement, on l'a dit tout à l'heure, bénigne. Alors, on revient sur nos autres sujets, peut-être aussi, pardon, je vous ai aussi demandé si vous vouliez bien revenir rapidement sur l'attaque contre Donald Trump. On a quelques nouveaux éléments, celui de la confirmation du fait que le suspect n'avait pas encore tiré donc, contre Donald Trump, hein. Je rappelle que le suspect était aux abords du golf où Donald Trump jouait une partie de golf, mais c'était tout à fait privé, c'était pas écrit sur l'agenda officiel. Et donc, ce suspect n'aurait même pas tiré. Les agents du service, du Secret Service ont agi avant une quelconque opération. Voilà ce qu'on sait dernièrement, mais peut-être avez-vous également des éléments à nous donner. Non, effectivement, c'est ce qu'on a appris. Ce qui est surprenant, c'est la question qui se pose, c'est comment avait-il le Oui. renseignement pour savoir que Trump serait ce jour-là et à cette heure-là sur son parcours de golf? C'est la question qui se pose. Bien sûr, ce qui prête à sourire aussi, c'est la manière dont les médias mainstream américains traitent du sujet et de la manière dont c'est repris en France. On utilise à tort et à travers le mot tentative d'attentat présumé. Je crois que c'est Oui. quand même très clair. Quand on est armé d'une Kalachnikov, qu'on a une caméra GoPro et qu'on a pénétré sur comment dire, sur un terrain comme le golf privé de Trump avec les antécédents que l'on sait, il est difficile de dire que ce n'est pas vraiment une tentative d'attentat. Donc on voit bien que les médias américains plutôt pro-démocrates cherchent à minimiser cette tentative d'attentat Mm. pour ne pas faire de Trump une victime et lui permettre de reprendre de l'avance dans les sondages. Oui, alors, je vais même ajouter de l'eau à votre moulin, puisque là, j'ai l'article de France Télévisions sous les yeux. Alors, le titre, c'est Possible tentative d'assassinat contre Donald Trump. Alors, c'est même pas tentative, c'est possible tentative. Deux petits points, le suspect n'a pas tiré. Donc, tout va bien, finalement. Circuler, il n'y a rien à voir. Première chose, c'est quand même rigolo. Puis, alors, il y en a même qui parle d'incident. Ça, c'était l'AFP. La première, première livraison, on va dire, de l'AFP, c'était incident au golf autour de Donald Trump. Voilà, donc on parle d'incident ou de possible tentative d'assassinat. Donc on est tout à fait dans ce que vous expliquez, c'est-à-dire une tentative justement d'amoindrir les faits. Donc ça, c'est toujours intéressant. Ça se voyait sur les deux grands journaux télévisés hier soir, mais ce qui est idiot, c'est qu'on a l'impression que les médias français votent pour un président de la République Oui. américain, alors que ça ne nous concerne pas. On peut être pour ou contre Trump ou Kamala Harris, mais finalement, la seule chose que nous devons regarder, c'est quel est celui des présidents américains qui sera le plus favorable à la paix dans le monde et aux intérêts européens, et non pas à ces prises de position internes, finalement, qui ne nous concernent pas. Oui, mais bizarrement, on ne dirait pas que ce soit fait tout à fait comme vous le précisez. Alors, Eric Denessy, parlons maintenant des autres scènes et celles que vous suggérez dans votre chronique, notamment commençons par le Moyen-Orient et toujours la scène Israël-Gaza.
Oui, parce que la situation au Moyen-Orient et à Gaza et autour d'Israël en particulier va de mal en pis. Encore une fois, et on voit commencer les réactions occidentales. Elles sont timides, mais elles sont importantes. Après le Royaume-Uni, il y a une dizaine de jours, c'est le Canada qui a suspendu plus de 30 permis de vente d'armes et de munitions à Israël, et notamment des munitions qui étaient vendues par des sociétés américaines, donc fournies par des sociétés canadiennes. Paris a enfin aussi daigné condamné la frappe qui a eu lieu le 11 septembre dans un camp de réfugiés sur une école qui a fait 18 morts et qui a aussi entraîné la mort de collaborateurs des Nations Unies. Et puis Joseph Borrell, qui dit beaucoup de bêtises sur l'Ukraine, a quand même pris la liberté de dire que l'Union européenne, par sa voix, craignait que la Cisjordanie devienne aussi un nouveau Gaza, parce qu'il a estimé que c'était vraiment l'un des objectifs du gouvernement israélien. Il faut reconnaître qu'encore une fois, en dépit des horribles attentats qu'a commis le Hamas et qu'on doit condamner avec force, on a affaire à une véritable épuration ethnique que mènent les Israéliens aujourd'hui. Et d'ailleurs, certaines violences en Cisjordanie sont condamnées par les services israéliens eux-mêmes. Le patron du Shin Bet, la DGSI israélienne, Ronen Bar, a considéré que c'était un véritable terrorisme juif, et Yoav Gallant, le ministre de la Défense, a repris cela. Alors, Oui. on voit aussi que la CPI a relancé les mandats d'arrêt internationaux contre Galland et contre Netanyahou. Khan, le patron de la CPI, a considéré qu'il y avait de la criminalité continue et que c'était une détérioration constante de ce qui se passait en Palestine. Et il considère qu'il faut lancer ces deux mandats d'arrêt pour mettre un terme à ce qui s'y passe. Et je dirais, malheureusement, on observe que ça n'arrête pas, bien sûr, la politique de Netanyahou. Et ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'on voit Erdogan, le président turc, qui a lancé samedi dernier un appel à la formation d'une alliance des pays musulmans pour contrer ce qu'il qualifie de la menace d'expansion croissante d'Israël. Et ça risque de marquer une nouvelle escalade dans la rhétorique anti-israélienne autour de Gaza, de la Cisjordanie, du Liban et dans tout le Moyen-Orient. Oui, alors ça, c'est en effet très important ce que vous signalez. Et justement, je voudrais, si vous le permettez, qu'on prenne un petit peu de temps là-dessus, parce que je trouve que on a un avis nuancé et factuel comme ce que vous venez d'avancer est difficile d'entendre aujourd'hui en France. Vous avez parlé d'épuration ethnique, ce sont quand même des mots très forts. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les seuls qui parlent de ça, enfin, en parti politique, c'est LFI, qui est du coup, lui, accusé de faire le jeu du Hamas, à tort ou à raison, je ne juge pas. Et d'un autre côté, donc tous ceux qui condamnent aujourd'hui les faits, enfin les opérations spéciales de l'armée israélienne, sont assimilés aux LFistes ou aux islamistes. Donc on a une grande difficulté de pouvoir analyser ce qui se passe aujourd'hui, ce qui fait peut-être, comme vous l'avez souligné, le jeu aujourd'hui d'Erdogan et finalement d'une nouvelle alliance des pays musulmans, donc qui en plus est au détriment d'Israël. Et ça, j'ai l'impression qu'on a vraiment du mal à le prendre en compte. Oui, parce que dans les deux cas, il y a une tendance très très forte je dirais, à la généralisation. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on critique la politique menée par Israël aujourd'hui à Gaza, on est bien sûr antisémite et les filles, alors que je crois qu'il faut être très clair. Il y a d'abord eu les attentats du Hamas qui sont absolument inadmissibles. Il y a un certain nombre d'actions contre la communauté juive de France qui sont tout autant inadmissibles parce qu'elle n'est en rien responsable de ce qui se passe à Gaza. Mhm. Et je dirais qu'on peut à la fois être philosémite, défendre l'existence de l'État d'Israël et condamner extrêmement fermement ce que j'appelle l'épuration ethnique que l'on voit à Gaza. De l'autre côté, il est indéniable que les brigades du Hamas sont des mouvements terroristes indéniables et qu'il faut lutter et éliminer par tous les moyens. Le Hamas, il faut le rappeler, est aussi un mouvement islamiste qui n'a rien à voir avec nos valeurs comment dire, occidentales et démocratiques, et donc que l'on doit combattre. Mais par contre, le reste de la population israélienne, pardon, palestinienne de Gaza, même si elle a voté pour le Hamas, n'y est pour rien. Et quand on voit la proportion de victimes aujourd'hui qui est faite par l'armée Oui. israélienne, pour des démocrates comme nous, c'est quelque chose qui est totalement inadmissible parce que c'est bien pire que la loi du talion. Pour un tué aussi horrible que ça a pu être côté israélien le 7 octobre, on est aujourd'hui quasiment à 20 fois plus de victimes en face. C'est proprement inadmissible. Et Encore puis une fois, des sans enfants, défendre beaucoup d'enfants et des familles. beaucoup d'enfants. Mm. Voilà, ça, c'est pas acceptable. Ouais. Surtout de la part d'une démocratie. Israël n'est pas un État totalitaire et la Mm. politique que mène Netanyahou est hautement condamnable. Et pour être très clair, d'ailleurs, beaucoup de personnes dans la communauté juive de France ne sont pas non plus d'accord avec cette politique. Oui, mais on a l'impression que c'est difficile à faire Et on les entendre, en entend, fait. Oui. absolument. Mais merci en tout cas d'avoir pris le temps de revenir sur ce sujet. Alors parlons un petit peu de la guerre en Ukraine et de la situation militaire pour commencer.
Oui, alors je dirais ce qui était prévisible depuis maintenant plusieurs semaines est en train de se réaliser. La Russie a lancé sa contre-offensive dans la région de Koursk et petit à petit, les forces ukrainiennes se font matraquer et reculent. Et puis, bon, je pense que dans les mois qui viennent, les choses vont s'éclaircir sur cet aspect, sur cette partie du front. Ce qui est intéressant, c'est que le New York Times révélait il y a quelques jours que les frappes russes sur le centre de Poltava, qui était l'école de formation des spécialistes de la guerre électronique, qui a fait au moins 100 morts et probablement plus Hmm. de 600 victimes, a eu vraiment un impact très fort en Ukraine et un impact assez démoralisant à la fois pour l'armée et pour la population. L'Ukraine, bien sûr, face à ça, réclame toujours par la voix de Zelensky plus de moyens, l'autorisation de frapper la Russie avec des armes, des missiles longue portée. On a cru à un moment donné que Britanniques et Américains allaient donner leur accord, mais vendredi dernier, Joe Biden, qui a rencontré le Premier ministre Keir Starmer à la Maison-Blanche, ont fini par réaffirmer que même s'ils soutenaient toujours l'Ukraine, il n'était pas question aujourd'hui de donner le feu vert aux Ukrainiens pour des armes à longue portée qui toucheraient l'intérieur du territoire russe. Il faut dire qu'entre-temps, devant cette menace, Vladimir Poutine avait considéré que ce type de tir, qui ne peut avoir lieu ni sans les renseignements occidentaux, ni sans les techniciens occidentaux, serait considéré par Moscou comme une implication directe de l'OTAN. Et donc, ça a vite calmé les esprits. Alors, où on en est au niveau international autour de cette scène et va-t-on enfin pouvoir avoir une négociation? Alors, le soutien international diminue, mais il continue. Les Suédois ont annoncé de nouvelles aides, et notamment, ils envisagent de fournir des avions de combat Gripen aux Ukrainiens. Les Pays-Bas, par la voix de leur Premier ministre, ont également annoncé une nouvelle aide financière. Ils ont même dit qu'ils autorisaient les tirs de missiles. Alors, ils n'en ont pas donné beaucoup. Voilà. Et alors, ce qui est amusant, c'est que ce sont deux petits pays qui n'ont pas beaucoup d'impact sur l'aide apportée à l'Ukraine, qui restent aujourd'hui les plus en pointe. Et puis, inversement, on a eu, enfin, inversement, c'est aussi une aide à l'Ukraine d'une certaine manière. Le ministre des Affaires étrangères polonais, Siekierski, qui a proposé de mettre un terme au versement des allocations des réfugiés ukrainiens de Oui. sexe féminin qui se trouvent dans les pays européens, notamment en Pologne, à la fois parce que ça ferait des économies pour les pays concernés, puis surtout, ça obligerait ces hommes à retourner se battre en Ah Ukraine. oui. Voilà, et donc il considère que c'est une manière d'aider l'Ukraine. Par Oui. rapport à ça, on voit bien que des premiers pas ou des esquisses de négociation se dessinent. Encore une fois, le 11 septembre dernier, c'est le Wall Street Journal qui le rapporte, les Occidentaux ont bien fait comprendre aux responsables ukrainiens qu'ils ne seraient pas en mesure de garantir financièrement la victoire de Kiev dans le conflit. Donc c'est aussi des signes annonciateurs d'une baisse de l'aide Ouais. à l'armée ukrainienne. Et parce qu'ils ont dit que ça obligerait les pays occidentaux à dépenser des milliards de dollars, ce que ni Washington ni Bruxelles ne peuvent faire pour l'instant. Oui, et puis je Euh, précise, vous l'aviez déjà dit, mais je le rappelle que justement le Wall Street Journal est toujours important dans ce genre de message commandé, on va dire. oui, les deux grands journaux américains, le New York Times et le Wall Street Journal, qui sont largement repris par les médias français, sont bien sûr des chambres d'écho des décisions gouvernementales, même s'ils sont souvent plus critiques que ne peuvent l'être nos médias mainstream à nous. Malgré tout, oui. Donc, pour le moment, sur la question de la négociation, on sent qu'en tout cas le vent tourne légèrement. Mais en même temps, ça fait longtemps qu'on dit ça et à chaque fois, il y a autre chose qui se passe entre-temps. Mais bon. Alors, bien sûr, on suit ça au jour le jour, mais ce qui est intéressant, c'est que Lloyd Austin, le secrétaire de la Défense américain, a également dit que les armes occidentales qu'il fournissait à l'Ukraine ne pourraient pas changer la configuration sur le champ de bataille. Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a aussi déclaré à la presse allemande qu'il était désormais temps de passer à des négociations, à mettre un terme au conflit. Et surtout, très intéressant, Londres a dit qu'il pourrait lever les sanctions contre Moscou si leur inefficacité était établie. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant de la part des Britanniques, Ah oui. tout en disant finalement qu'ils ne changeraient pas leur politique vis-à-vis de l'Ukraine. Donc on voit que tout le monde, même les pays qui sont les plus forts soutiens de l'Ukraine, commencent à être debout sur les freins, à essayer de pousser doucement Zelensky à négocier avec Moscou. D'accord. Alors, parlons rapidement de la politique américaine. Et puis, vous aviez une nouvelle à nous apporter qu'on n'a pas forcément suivie concernant l'élection du président sortant en Algérie.
Alors, sur la politique américaine, il y a deux choses. Il y a la politique intérieure où on voit les républicains les plus à droite, même l'extrême droite du Parti républicain, venir soutenir Kamala Harris. C'est le cas de Liz Cheney, qui est la fille de Dick Cheney, l'ex-vice-président, qui est, elle, numéro 3 du Parti républicain, qui avait été candidate contre Trump pour l'investiture en 2016. Et elle a donc décidé, avec les éléments, les faucons, ce que l'on appelle les plus extrêmes du Parti républicain, de soutenir Kamala Harris. Alors, il y a, ce qui est important, parce que derrière ça, il y a toute l'immense fortune de la famille Cheney qui pourrait venir en soutien à la vice-présidente actuelle, mais c'est surtout l'illustration que l'État profond a peur de Trump et qu'il sait très bien qu'ils ne pourront pas le contrôler parce qu'il est déterminé à faire le ménage sur un certain nombre de choses et ça les viserait directement. Et Et pour puis, finir, là, oui. deux autres petits détails en matière de politique extérieure dont on a peu parlé en France. D'abord, c'est que on a maintenant des éléments, notamment donnés par Jeffrey Sachs, que le renverse, la chute et le départ de Sheikh Hasina, l'ex-première ministre du Bangladesh, est un regime change organisé par les Américains. Cette femme a probablement quelque chose à se reprocher, mais elle a été renversée parce qu'elle a refusé de signer des accords militaires avec Washington, notamment l'installation de bases dans le cadre de la stratégie de l'Indo-Pacifique que mènent les Américains. Donc, encore une fois, quand on n'est pas d'accord avec Washington et qu'on est chef de gouvernement, on se trouve renversé. Et puis, il y a aussi la publication très intéressante d'un rapport des Républicains au Congrès qui montre les responsabilités du président Joe Biden dans le retrait d'Afghanistan en 2021 qui a été catastrophique et en reprochant à Biden de n'avoir respecté en aucun cas tout ce qui avait été prévu à la fois par Trump et par les services de renseignement et l'armée pour sortir progressivement afin d'empêcher la remontée du terrorisme. Ouais, c'est intéressant. Et donc, vous souhaitiez parler de l'Algérie, pour finir. Oui, parce que c'est un pays qui est proche de nous sur Mm. tous les plans, géographiquement, sentimentalement, humainement. Et le 7 septembre, le président Tebboune a été réélu. Alors, dans ce qu'il faut qualifier d'une véritable mascarade d'élection, la campagne a été lancée en plein été, alors que c'est pas, il fait des chaleurs épouvantables et que les gens ne se déplacent pas pour voter. Et il est élu avec un score absolument invraisemblable, près de 95% des voix. Le taux de participation a été de l'ordre de 23%. Il est quasiment nul dans certaines régions. Donc malheureusement, nos amis algériens ne sortent pas du marasme politique dans lequel ils sont. Et une nouvelle fois, on a une illustration des dysfonctionnements profonds qui caractérisent ce pays. Merci beaucoup, Éric Denessé. C'était très riche, cette chronique. Je rappelle, spécialiste du renseignement d'intelligence économique et surtout directeur du CFDR, le Centre français de recherche sur le renseignement. Merci encore. Et Toxin continue, chers amis.